sur le développement durable. Notre contribution s'intitule Mieux qu'on reconstruire et promouvoir le développement durable via l'économie sociale et solidaire. Avec les différents éléments de ces derniers mois, et ce, tout particulièrement l'OIT, la conférence de l'OIT sur l'économie sociale et solidaire et un travail décent, nous prendrons cela en compte. Il y a également une reconnaissance accordée par le secrétaire général des Nations Unies concernant l'importance de cette économie. Nous devons ouvrir un nouveau chapitre où l'interprète s'excuse, l'oratrice a une mauvaise connexion. Et donc, l'importance dans le contexte d'aujourd'hui, avec les crises multiples, il faut prendre en compte l'aspect de l'économie sociale et solidaire qui est plus pertinent que jamais. Je ne sais pas si notre premier intervenant est arrivé ou bien si on l'attend. Tout d'abord, j'aimerais donner la parole à Valentina Verzé, qui est la responsable technique de l'OIT pour l'ESS et le travail décent. Elle s'est engagée dans la conférence de l'OIT. Elle s'est engagée depuis plusieurs années à faire avancer le travail de la Task Force en tant que plateforme de partage d'informations et de création de synergies entre les différents membres et observateurs. L'oratrice est assez inaudible malheureusement, mais Valentina, pourriez-vous nous faire part de vos réflexions sur le récent travail novateur de la CIT sur l'ESS et le travail décent, ainsi que sur la résolution et les conclusions de la CIT? Merci beaucoup, Judith. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être ici présente avec vous aujourd'hui pour vous parler de la résolution et des conclusions de la discussion générale sur le travail décent et l'économie sociale et solidaire qui s'est tenue lors de la 110e conférence internationale du travail. Je vois parmi les différents participants beaucoup de personnes qui ont participé à ces débats, donc je suis très heureuse de participer à ce panel. La conférence internationale du travail est la plus haute instance décisionnelle de l'OIT. Elle réunit chaque année en juin 187 délégations tripartites de gouvernements, d'organisations de travailleurs et d'employeurs pour discuter des questions prioritaires du monde du travail. Il s'agit de la première fois en 103 ans d'histoire de la CIT qu'on discute d'un point sur l'économie sociale et solidaire. Il s'agit également du premier débat de haut niveau du système des Nations Unies sur ce sujet. La discussion du comité, qui a démarré sur la base d'un rapport du bureau et de 4 points de discussion, a été l'occasion de souligner l'étroite concordance entre le mandat constitutionnel de l'OIT sur la promotion de la justice sociale et du travail décent, ainsi que de l'économie sociale et solidaire, tout en se tournant vers l'avenir, en affirmant le rôle que l'économie sociale et solidaire peut jouer pour relever les défis de l'ère post-pandémique et favoriser un avenir du travail centré sur la planète et les personnes. Les conclusions sont conçues dans le véritable esprit du dialogue social et sont structurées en 5 parties et une annexe. Je vais essayer de vous les présenter brièvement. La première partie plante le décor et rappelle les liens entre l'économie sociale et solidaire de l'OIT en faisant directement référence à la constitution de l'OIT, y compris la déclaration de Philadelphie. Elle rappelle également les normes internationales du travail pertinentes et les déclarations qui reconnaissent la contribution de l'économie sociale et solidaire à la promotion du travail décent et du développement durable. Donc, sur la base de ce cadre général, la deuxième partie propose une définition de l'économie sociale et solidaire qui s'appuie sur un ensemble de valeurs et de principes. Il s'agit de la première définition tripartite de l'économie sociale et solidaire convenue au niveau international.
La tâche n'a pas été aisée pour le comité, mais il est parvenu cependant à élaborer une définition complète qui reconnaît que l'économie sociale et solidaire englobe les entreprises, les organisations et autres entités qui sont engagées dans des activités économiques, sociales et environnementales au service de l'intérêt collectif et général. Bien que localement enracinées et diverses, il est reconnu également que les entités de l'économie sociale et solidaire mettent en pratique des valeurs communes intrinsèques à leur fonctionnement et cohérentes avec le souci des personnes, de la planète, l'égalité et l'équité, l'interdépendance, l'autogestion, la transparence et la responsabilité et la réalisation d'un travail et de moyens de subsistance décents. La coopération volontaire et l'entraide, la gouvernance démocratique et participative, l'autonomie et l'indépendance, ainsi que la primauté des personnes et de l'objectif social sur le capital dans la distribution et l'utilisation des excédents, des bénéfices et des actifs, ont été identifiés comme des principes directeurs transversaux dans les entités de l'économie sociale et solidaire. Cela peut inclure des coopératives, des associations, des sociétés mutuelles, des fondations, des entreprises sociales, des groupes d'entraide et autres entités fonctionnant conformément aux valeurs et aux principes que je viens de mentionner. Donc, sur la base de cette définition, la partie 3 énonce les principes directeurs pour relever les défis et saisir les opportunités. Un élément qui est fortement ressorti de la discussion est le rôle et le potentiel de l'économie sociale et solidaire dans la lutte contre les causes profondes de l'informalité et la facilitation de la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Elle a également mis en évidence le rôle de l'ESS dans la contribution à une transition juste et à la durabilité environnementale, ainsi que dans la création et le maintien d'emplois, en particulier en temps de crise, tout en reconnaissant le potentiel de l'ESS dans la construction de l'inclusion sociale, notamment en ce qui concerne les femmes, les jeunes et les groupes défavorisés. Il a également été reconnu que ces opportunités peuvent être mieux saisies en impliquant les gouvernements et les partenaires sociaux. Effectivement, la partie 4 reconnaît ce fait et aborde la manière dont les mandats de l'OIT peuvent jouer un rôle majeur dans la promotion des contributions économiques, sociales et environnementales de l'économie sociale et solidaire, et ce, grâce à un dialogue social inclusif et équitable particulièrement. Les différentes parties prenantes ont l'obligation de respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail, y compris dans tous les types d'entités de l'ESS. Dans un même temps, les gouvernements, les organisations de travailleurs et d'employeurs sont encouragés à établir un environnement propice, conforme à la nature et à la diversité de l'ESS, afin de promouvoir le travail décent et d'exploiter au maximum le potentiel des entités de l'économie sociale et solidaire. Enfin, la partie 5 fournit des recommandations et des principes clés pour l'action du bureau de l'OIT. Donc, les conclusions affirment l'importance de continuer à s'appuyer sur le travail antérieur du bureau et recommandent de le renforcer et de l'étendre avec les partenaires concernés, tout particulièrement dans les domaines suivants: la fourniture de conseils juridiques et politiques, la différence des intérêts, la production des connaissances, l'échange, la diffusion de bonnes pratiques, la formation, l'éducation, renforcement des capacités et coopération au développement. Le bureau de l'OIT a désormais pour mandat de promouvoir une plus grande cohérence au sein du système multilatéral, notamment par le biais du groupe de travail des Nations Unies sur l'ESS, dans la promotion du travail décent et de l'économie sociale et solidaire. Les conclusions sont ensuite complétées par une annexe qui fournit une liste non exhaustive des instruments pertinents de l'Organisation internationale du travail et des Nations unies. Donc, pour conclure, en tant que bureau, nous pensons que les conclusions donnent suffisamment d'indications aux constituants et au bureau sur la promotion du travail décent dans et via l'ESS pour les années à venir. Elles sont également transformées en une stratégie et un plan d'action à l'échelle du bureau qui seront examinés par le prochain conseil d'administration de l'OIT qui se réunira en octobre-novembre de cette année.
Lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de ce plan qui est fondamental, nous continuerons à collaborer avec les mandants de l'OIT ainsi qu'avec les entités et les organisations fêtières de l'ESS. Nous sommes très impatients de faire progresser l'ESS au service du travail décent et du développement durable, tous ensemble. Merci beaucoup de votre attention. Judith, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Valentina. C'était une introduction très intéressante et pertinente qui prend en compte tous nos travaux. Ce que j'en retiens, c'est l'importance de la justice sociale. Donc, par rapport aux différents défis que nous rencontrons aujourd'hui, ainsi que les différentes structures qui sont pertinentes. Et de fait, le SS s'attaque aux causes, aux racines même de la pauvreté, de la faim, des inégalités. Et le fait que l'OIT est un mandat très fort pour avancer en prenant en compte ces composantes, pour s'assurer que ces politiques et leur mise en œuvre prennent en compte l'économie sociale et solidaire, c'est fondamental. Chantal Lynn Carpentier, vous êtes membre de l'UNCTAD, vous êtes vice-présidente. Malheureusement, l'intervenante est inaudible une fois de plus. Chantal, vous avez été récemment désignée comme vice-présidente de la FSSE après de nombreuses années d'implication dans le processus. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler un peu de toute cette histoire ainsi que des progrès réalisés par ce groupe de travail? Merci beaucoup, Judith. Mes excuses pour les différents problèmes techniques que j'ai rencontrés ce matin. J'ai dû me connecter depuis mon téléphone plutôt que l'ordinateur. Donc, commençons par le contexte actuel. Comme vous le savez, la crise climatique, le conflit en Ukraine, la pandémie ont accentué les problématiques. Les différents problèmes environnementaux ont fait que beaucoup ont été laissés de côté. Et pourtant, l'obtention des objectifs de développement durable était déjà difficile avant même que ces crises commencent. Mais maintenant, nous nous retrouvons avec des écarts qui semblent impossibles à combler. Avec ces problèmes systémiques et ces lacunes, notre objectif, ce ne sera pas de revenir aux politiques d'avant et au modèle économique qui nous convenait avant. Au contraire, pour une récupération durable et résiliente, nous devons changer nos modèles économiques qui pourront donner de meilleurs résultats pour les personnes et pour la planète. Le réseau des Nations Unies pour les économies travaille sur différentes économies pour le développement durable depuis 2019. Nous avons développer différents types d'économies solidaires pour une nouvelle économie pour le développement durable. Cela a signifié également regarder de près les modèles d'économie sociale et solidaire en plaçant les personnes au cœur de nos opérations, en nous appuyant sur la solidarité, la maturité et l'inclusivité pour avoir des économies le plus justes possible. Cela m'amène à parler de l'économie sociale et solidaire. Les activités économiques menées mettent au cœur de leurs actions le social, le solidaire. Nous mettons au cœur de nos actions les personnes, les consommateurs, les participants, les différentes entités de la société civile et nous les prenons en compte pour reconstruire en mieux. Nous prenons en compte différentes valeurs sociales et ces différentes composantes sont fondamentales pour reconstruire en mieux de façon solidaire et sociale. Et bien évidemment, en prenant en compte l'environnement tout en contribuant à une croissance économique et une croissance et des niveaux de vie sains et décents. Nous prenons en compte les communautés locales, les travailleurs de la santé, les agriculteurs. Nous voyons comment eux peuvent contribuer au développement économique, mais également au processus de prise de décision dans les différents espaces politiques. La plupart des entreprises ESS travaillent sur le niveau communautaire et tentent de combler les écarts que l'on voit dans tant d'autres espaces. Ils essayent de créer un lien entre les différentes entités sur les différents secteurs. Il s'agit d'un système intersectoriel qui prend en compte toutes les communautés pour tenter de réaliser les ODD dans un même temps. Et nous travaillons en ce moment sur un document qui montre l'importance de ces ODD et de la prise en compte de ces différents
intervenants et différents participants. Qu'en est-il de cette équipe de travail? Nous travaillons au sein du système des Nations Unies. Nous essayons de créer des partenariats actifs au sein des Nations Unies et nous essayons de parvenir aux objectifs de développement durable. Cette task force de l'Union des Nations Unies inclut différents membres et différentes organisations qui jouent un rôle en tant qu'observateurs sur le plan national et régional. Par exemple, RIPES, qui organise cet événement aujourd'hui et nous l'en remercions. Il y a différentes alliances, le GFCF, le Comité social et économique, le forum des différents forums qui rentrent dans ce cadre. Donc, nous avons beaucoup de collaborateurs. Et en termes d'activités, en décembre dernier, nous avons eu un symposium technique en décembre dernier et nous avons élaboré un plan avec 2 domaines prioritaires et différents plans d'action pour parvenir à travailler et remplir notre programme et le réussir. Première priorité, c'est augmenter la dimension internationale de l'économie sociale et solidaire et travailler sur le plan local autant que international. Nous saisissons l'élan actuel des travaux sur le niveau local et nous essayons de saisir cette occasion pour améliorer notre efficacité. Nous entendrons bientôt parler de la recommandation de l'OCDE sur les différentes conclusions proposées. Nous avons différents programmes en cours et différents projets. De plus, différents gouvernements ces différentes initiatives sont menées par la France, par l'Espagne et comptent sur différents autres groupes d'autres régions dans le monde. L'une des raisons pour lesquelles cette résolution est importante, c'est parce que d'abord, nous travaillons sur une définition, mais on peut aussi socialiser la valeur de l'économie sociale et solidaire par rapport à d'autres alternatives que j'ai évoquées, qui finalement ne permettent pas d'atteindre les ODD actuellement. Et donc, le ESS, hein, économie sociale et solidaire, maintenant qu'on arrive à partager ces connaissances et ces données, on constate que ça a fonctionné. Ensuite, pour partager justement les connaissances, c'est notre mission aussi. Nous avons fait ce document de position, beaucoup d'entre vous y ont contribué et aussi grâce à la République de Corée et au Luxembourg, il y a le, centre de connaissances sur l'ESS en ligne avec un certain nombre d'articles et d'informations sur l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qui documente, hein, donc son rôle de promotion des objectifs de développement durable. Il y a aussi une encyclopédie qui répertorie les différentes, initiatives, ESS. Ensuite, il faut développer des, domaines stratégiques d'intervention pour le ESS. Par exemple, des programmes opérationnels qui veulent renforcer le cadre, réglementaire de l'ESS au niveau national. Ça, c'est crucial parce qu'il y a beaucoup de contraintes pour l'instant dans les législations nationales pour pouvoir, heu, promouvoir l'ESS ou pour que les entreprises, le fassent. Donc l'idée, c'est de piloter, des approches dans des pays choisis. Grâce au leadership aussi du RIPES et à d'autres organismes, nous commençons à explorer, à renforcer des dimensions nationales de la task force, hein, de l'équipe de travail. Puisque cette équipe de travail continue à s'impliquer dans, les instances internationales, l'importance de la coopération, notamment la solidarité, je le dirais à ce moment-là de la crise que nous traversons au niveau mondial. Donc en incluant les écosystèmes et les acteurs de l'ESS, ça c'est fondamental pour atteindre les promesses de l'agenda 2030, pour un développement durable, inclusif et pour une reprise du Covid, qui ne laisse personne, qu'il n'y ait pas de laisser pour compte. Merci Judith et je vous repasse la parole. Merci beaucoup. Ce que j'entends, hein, dans ce que tu as pu dire, c'est la confirmation que les ODD ne vont probablement pas être atteints, en partie à cause du Covid, en partie cause de la guerre en Ukraine et je dirais même aussi peut-être avec l'aggravation de la crise climatique. L'ESS
a très clairement mis en avant le fait que les peuples doivent prévaloir sur les profits. Ils doivent passer devant. Les droits humains sont essentiellement, il faut c'est une approche, hein, sur les, peuples, sur l'environnement, sur les droits humains. Je le soulignerai jamais assez, mais il s'agit de localiser l'économie à un moment où les chaînes d'approvisionnement, sont perturbées et par ailleurs, la conférence, travail ou d'autres publications ont pu, expliquer un peu mieux, l'ESS, hein, récemment et d'ailleurs, notamment l'excellente encyclopédie qui a été, mise sur pied par, l'une des organisations qui était mentionnée juste auparavant. Donc maintenant, je vais passer la parole à Tony Moore. Vous êtes député et vous êtes aussi secrétaire général de l'Union des travailleurs de la Barbade. Lors de la CIT, vous avez porté la lourde responsabilité d'être, la coprésidente, des travailleurs. Comment voyez-vous l'importance de l'ESS du point de vue des travailleuses et travailleurs et quel rôle les organisations de travailleurs, peuvent-elles, peuvent-elles jouer dans la promotion de l'ESS et du travail décent? C'est à vous. Merci, bonjour à toutes et à tous. Oui, tu parlais de responsabilités lourdes, mais en fait, c'était un moment assez enthousiasmant parce que du point de vue des travailleurs, eh bien, nous avions attendu si longtemps pour que, des éléments que nous défendons soient, au, programme de la CIT. Ça fait plus de 103 ans et pourtant les organisations de travailleurs, heu, font preuve de synergie importante avec l'économie sociale et solidaire. Il y a des racines vraiment historiques. En se fondant sur la promotion de la démocratie, la justice sociale, l'économie sociale et de la justice, les droits humains en lien avec le travail. Donc pour moi, c'était vraiment enthousiasmant d'avoir l'occasion de, porter la voix des travailleurs dans la discussion sur l'ESS qui se centre donc sur une partie de l'économie très importante, partie, pour laquelle il ne s'agit pas seulement de justement de la discipline économique. Mais de bien reconnaître les dimensions sociales et environnementales comme des questions transversales, comme on l'a entendu déjà, hein, à savoir de mettre les personnes au centre des approches. Donc du point de vue des travailleuses et travailleurs, on voit le socle historique, mais on voit aussi qu'il y a toute cette notion de l'ESS qui est liée en fait avec la justice sociale, qui est impliquée dans cette approche parce que nous sentons que nous sommes inextricablement liés à l'ESS. Par rapport aux objectifs ensuite de l'agenda 2030 et au fait que l'ESS y contribue à l'atteinte de ces objectifs, eh bien, l'ESS est bien placé justement et est essentiel pour atteindre ces ODD. On a entendu que ces ODD étaient encore loin d'être atteints, on n'était pas dans la bonne direction. Justement, les ESC peuvent contribuer à un meilleur avenir, pour le travail, pour la paix, la solidarité, l'ESS, il s'agit de réduire les inégalités avec l'ESS, en fait et donc il y a une convergence, en fait, je crois, entre les règles de l'ESS et l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et le fait d'atteindre, hein, une nouvelle fois, les objectifs de développement durable qui doivent réunir l'emploi décent, améliorer les conditions de vie, enfin tout ce package-là, l'amélioration des conditions de vie. Alors, avant d'aller un peu plus regarder les ODD, je voulais remercier Valentina d'avoir, posé un peu le contexte là, ce document qui, heu, était, en fait une série de conclusions, que l'on a convenu à peu près il y a un mois maintenant. C'était très important pour nous d'être en mesure, d'être inclus dans la définition de l'ESS, reconnaissant, hein, que c'était la première définition de l'ESS, une première définition officielle de, l'économie solidaire et sociale et ça mettait en avant les principes de coopération volontaire et cetera. C'est important de distinguer l'ESS
et les entreprises, ou l'économie, normale, régulière, disons, et mettre en avant la primauté des personnes sur le capital ou les profits. La redistribution des excédents aussi, donc ça, après, ça se décline dans différents pays différemment, mais mettre en place donc un ensemble de valeurs qui sont cohérentes avec, le soin porté au peuple. Donc en fait, dans cette définition, nous étions engagés fortement à assurer que l'ESS permettrait de mettre en lumière un peu plus ce que beaucoup d'habitude ne voient pas, à savoir ce que l'on appelle souvent dans des documents les zones d'ombre, un peu, et les stratégies pour, aborder les, facteurs, sous-jacents des inégalités, heu, des relations de pouvoir, injustes entre les pays et au sein des pays. L'ESS, se centre sur, une citoyenneté active et sur la participation des populations. C'est pourquoi il y a un lien à faire avec les ODD, parce que les ESS contribuent à la mise en œuvre de tous les ODD, c'est évident, mais ce qui est essentiel pour cela et ce qui est crucial pour atteindre tous ces ODD, c'est qu'il y ait en fait, heu, par exemple pour l'ODD 17, renforcer les moyens de travail, mettre en œuvre une coopération internationale. Si on veut atteindre ces ODD et si on accepte que, les ODD sont importants, sont im plutôt que l'ESS est central pour atteindre les ODD, eh bien, l'ODD 17, la formation de partenariat avec l'ESS, cet ODD-là est vraiment critique, crucial. Et c'est pourquoi les conclusions récentes liées au travail décent et à l'ESS, en identifiant les besoins que l'OIT maintienne, intensifie et elle élargisse les partenariats liés à l'économie sociale et unitaire, que ces partenariats soient promus entre des réseaux de ESS et avec heu, les employeurs ou travailleurs ou les organisations liées les plus représentatives. Donc l'OIT dit qu'il y a un rôle pour, les partenariats avec les États et que, les différentes parties prenantes doivent être impliquées. Si on veut, atteindre le potentiel, hein, de l'ESS pour atteindre justement, aider à contribuer à atteindre les ODD et que ces objectifs de développement durable deviennent une réalité. Alors, peut-être rapidement, je vais vous montrer un petit peu les domaines, principaux de l'ESS et je l'ai dit, hein, l'ESS, sont, essentiels pour l'atteinte de tous les objectifs de développement durable. Mais je voulais vous parler de l'ODD 2, par exemple, qui traite de la faim, sécurité alimentaire, nutrition, pour vous montrer que la plupart des ESS, des économies sociales et solidaires, des travaux liés, se centrent justement sur l'agriculture et l'approvisionnement alimentaire. Donc ce sera essentiel pour, s'attaquer au problème de la faim. Ensuite, il y a tous les objectifs liés, aux soins, aux travaux domestiques, à l'émancipation des femmes. Le DD5 par exemple, la participation active, des organisations, de, l'ESS, on l'a reconnu ça dans la discussion. Les ESS n'impliquent pas seulement des femmes, mais très largement des femmes et notamment, dans des zones aussi traditionnelles et donc une participation active des ESS dans les ESS par les femmes aura aussi un effet, heu, sur les femmes. Ça les affranchira, ça les émancipera et ça permettra d'atteindre les objectifs liés à l'égalité de genre. Ensuite, l'ESS est vue comme étant importante pour la réalisation des objectifs 8 et 9 liés aux infrastructures d'emploi et aux rôles inclusifs. Pour parler un peu de l'emploi, quand on voit que les ESS, s'étendent et que beaucoup, trouvent du travail à travers l'ESS, eh bien, c'est là que les discussions sur l'OIT, sur l'ESS et le travail décent deviennent à ce point importantes. Parce que, pas seulement, suffisant que les ESS fournissent du travail, il faut que ces ESS fournissent un travail décent et significatif qui est porteur de sens. Parce que cela, ajoutera, la concrétisation des ODD.
dans les dimensions sociales, économiques, environnementales. Et donc, il y a un effet boule de neige. C'est-à-dire que ça aide à transitionner de l'économie informelle vers l'économie formelle. Une économie formelle dans laquelle les gens ont droit à la protection sociale et et bénéficient des principes fondateurs liés aux droits humains. Et c'est vrai que l'ESS est devenu un élément central, hein, de nouveau, au centre d'une des conventions de l'OIT. L'ESS, l'économie sociale et solidaire, par ailleurs, contribue à la production et à la consommation durable, c'est-à-dire notamment l'ODD 7, 12, 13. Et on pourrait continuer ainsi, hein. Ce sont quelques exemples qui vous montrent à quel point le rôle de l'ESS est important pour transformer nos sociétés en une société plus durable. Et la dernière oratrice a parlé du fait qu'on était loin de pouvoir atteindre les ODD pour l'instant, mais si on accepte le mandat selon lequel toutes les parties membres, ou parties prenantes acceptent le mandat présenté par, les conclusions, et les directives de l'OIT récentes pour, les États membres et les groupes membres et cetera. Je pense que dans ce cas-là, on peut se positionner, de nouveau en bonne, posture pour atteindre, tous ces objectifs de développement durable. Peut-être pas en 2030, mais en tout cas le plus rapidement possible après 2030. Voilà, je vous remercie et je repasse la parole. Merci Tony pour, toutes ces, réflexions très intéressantes. Moi, ce que j'en dirais, je crois, c'est que la façon dont les ESS ou dans l'économie sociale et solidaire soutient la démocratisation de nos sociétés, ça c'est remarquable et aussi ça participe à la justice. L'interprète s'excuse, mais l'oratrice n'est pas audible, la connexion n'est pas bonne. Voilà, ça comble des lacunes structurelles, dit-elle. La formalisation, le fait que la plupart de la main-d'œuvre qui était informelle devienne dans le sec passe dans le secteur, formel et puisse bénéficier de protection sociale. Ça se fait sur la base de partenariats aussi. Donc là, ce sont des choses importantes, hein, à retenir de ton discours, Tony. Maintenant, je vais passer la parole à Antonella Noia. Je vous connais depuis longtemps, vous êtes à la tête de l'unité de l'OCDE sur l'économie sociale et l'innovation. Vous êtes membre de la task force dans cette équipe de travail et vous travaillez sur l'ESS depuis de nombreuses années. L'OCDE a également adopté récemment la recommandation sur l'ESS et l'innovation sociale, donc le l'économie sociale et solidaire, pardon, et l'innovation sociale. Alors comment cela s'inscrit dans le contexte général jusqu'ici? Eh bien, merci Judith de m'avoir invité. Merci, RIPES d'organiser ce webinaire avec, les autres, organisatrices, organisateurs. Oui, en effet, je pense que, la recommandation de l'OCDE qui a été adoptée le même jour, hein, que l'adoption des conclusions de l'OIT, Organisation internationale du travail. Donc certaines personnes ont dit que c'était une journée historique, un moment historique, un tournant peut-être. Donc cette recommandation de l'OCDE s'est très bien inscrite dans, le moment un peu international, et dans d'autres, principales discussions ou initiatives à l'échelle internationale, qui essayent, hein, au bout du compte, toutes ces instances ou ces outils internationaux, de sensibiliser davantage, mieux comprendre l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale, pour ce qui concerne en tout cas la recommandation de l'OCDE. Et ça met aussi en avant les contributions, heu, valables de l'économie sociale et solidaire à notre économie plus généralement et à nos sociétés. Alors, je vais vous expliquer rapidement, ce q de quoi il s'agit, techniquement, cette recommandation de l'OCDE. C'est l'une des 196 ou 176 instruments juridiques, adoptés par l'OCDE.
Mais celle-ci elle est un peu trompeuse en quelque sorte parce qu'une recommandation de l'OCDE n'est pas juridiquement contraignante. Elle n'est pas obligatoire pour les États membres, mais elle s'appuie sur des engagements des pays OCDE, de l'OCDE qui l'ont adoptée et en fait ou en effet, ça a été adopté par tous les pays de l'OCDE, cette recommandation, c'est-à-dire 38 pays, parce que ça a été adopté par le Conseil de l'OCDE, hein, au niveau ministériel et ensuite tous les autres pays, à savoir des pays qui veulent rejoindre l'OCDE, mais en fait tous les pays du monde, hein, peuvent aussi adopter cette recommandation. Pour l'instant, on a reçu une demande du Brésil, du Maroc, de la Roumanie, de la Croatie, une demande pour, l'adoption de cette recommandation. Donc cette recommandation-là, voilà, je n'ai pas besoin de répéter ce que mes collègues, ont dit, hein, à savoir pourquoi l'économie sociale et solidaire est à ce point importante. Ça justifie aussi le fait que l'OCDE ait décidé, à ce moment précis, du calendrier, d'adopter cette recommandation. Vous le vous en souviendrez peut-être, l'OCDE travaille sur l'économie sociale, les entreprises sociales depuis plus de 25 ans. Donc cette recommandation réunit un peu toutes ces connaissances, et cela s'appuie aussi sur le travail que l'OCDE a fait avec la Commission européenne. Donc, les recommandations peuvent s'appliquer sur tous les niveaux des gouvernements, sur le plan national, sur le plan sous-national. Et l'une des raisons pour lesquelles il en est ainsi, c'est que l'économie sociale est importante non seulement sur le plan national, mais en raison de ses racines fortes sociales et les réseaux, bien évidemment, c'est très important de construire des communautés locales solides. Donc, qu'y a-t-il dans ces recommandations? J'aimerais que vous puissiez visualiser la façon dont on voit l'écosystème politique du point de vue de l'économie sociale. Donc, tentons d'imaginer une roue et on divise cette roue en 9 parties et ces différentes parties sont les principes directeurs que nous avons identifiés dans ces recommandations. De fait, je vais demander à comme Valentina l'a fait, je vais vous passer brièvement en revue ces différentes parties, ces différents principes. Donc, d'abord, améliorer la culture économique, créer un cadre institutionnel solide de soutien, concevoir et mettre en œuvre des cadres juridiques qui sont favorables, appuyer l'accès au financement et au fonds, faciliter l'accès aux marchés publics et privés, renforcer les capacités et le développement des entreprises et les appuyer au sein de cette économie sociale, encourager les mesures et le suivi de l'impact, appuyer la production des données et encourager l'innovation sociale. Donc, au sein de l'OCDE, nous voyons cet écosystème depuis le tout début. Pour nous, il s'agit d'une approche holistique et interconnectée. Vraiment, les décideurs politiques doivent prendre cela en compte lorsqu'ils décident de concevoir ou d'améliorer leur écosystème politique. Ils doivent avoir toute cette vision holistique générale en tête. Bien évidemment, nous comprenons qu'il y a des priorités en fonction des pays qui peuvent être différentes, ce qui peut encourager certains décideurs politiques à se centrer sur un pilier principal, mais en concevant cette politique, ils vont devoir prendre en compte les autres piliers, les autres parties de cette roue que j'ai énoncée. Par exemple, il faut que ça rentre dans le cadre juridique.
Chaque principe s'articule autour d'une idée. Par exemple, à favoriser l'économie et la culture sociale, c'est-à-dire que lorsque la société civile s'en sort bien, c'est que cette économie sociale solidaire se développe. Et souvent, on voit des domaines assez similaires et des schémas similaires également. Donc, au sein de chaque bloc, nous avons identifié des sous-principes que nous offrons aux décideurs politiques afin qu'ils puissent s'en inspirer. Je mettrai dans le chat un peu plus tard le lien vers ces recommandations pour que vous puissiez y jeter un œil. Mais comme vous l'aurez compris, nous voulons réellement puiser dans ce que nous avons compris en 25 ans d'expérience. Et donc, nous avons identifié les domaines critiques et fondamentaux pour le développement social. Donc, faciliter l'accès au marché, faciliter l'accès au financement. Bien évidemment, ces recommandations gardent à l'esprit quel est le rôle des gouvernements, quel est le rôle des décideurs politiques. Leur rôle, c'est d'appuyer cette économie sociale, mais ils doivent également prendre en compte les rôles des différentes parties prenantes. On pense notamment à l'importance des entreprises traditionnelles, des réseaux, comment l'économie sociale et les entreprises traditionnelles peuvent fonctionner main dans la main. Et bien évidemment, je n'aurai pas le temps de m'étendre sur les détails, mais je souhaite cependant insister sur les deux domaines prioritaires et finaux qui n'étaient pas dans cet écosystème original de l'OCDE. Il s'agit donc de la production des données et l'innovation sociale. Bien évidemment, l'OCDE a commencé l'innovation sociale au début des années 2000, mais nous ne l'avons pas prise en compte comme un aspect de cet écosystème. Et au cours des dernières années, il s'est avéré évident que appuyer l'économie sociale signifie également tenter de quantifier son poids, c'est-à-dire tenter de comprendre un certain nombre d'éléments quantitatifs fondamentaux. Donc, nous essayons de fournir des principes directeurs, des directions à suivre, des propositions aux décideurs politiques pour qu'ils puissent s'en inspirer. Donc, nous espérons que ces recommandations pourront permettre d'augmenter la vision générale de l'économie sociale et son importance. Et nous espérons pouvoir aider les décideurs politiques à réduire les disparités dans les différents milieux et ce, à travers l'économie sociale et solidaire pour améliorer la situation économique. Comme je le disais auparavant, il s'agit du fruit de 20 années de travail, mais c'est également le point de départ de nouveaux efforts au sein de l'OCDE qui devront être opérés. Parce que d'ici 5 ans, nous allons devoir faire un rapport au Conseil concernant la mise en œuvre de ces recommandations. Donc, nous allons continuer à travailler avec les différents pays afin de les aider à mettre en œuvre ces recommandations. Et nous commençons dès maintenant, ce qui m'amène à la fin de ma présentation. Nous commençons à préparer une boîte à outils, en quelque sorte, d'aide pour mettre en œuvre ces recommandations. Et c'est là que nous avons besoin de votre aide parce que nous cherchons des bons exemples politiques que nous pouvons utiliser pour fournir quelques idées supplémentaires aux décideurs politiques. Donc, en ayant une économie sociale plus solide, nous aurons beaucoup de bénéfices sur de nombreux domaines, notamment en ce qui concerne les ODD. Merci beaucoup de votre attention et merci Antonella donc pour récapituler les différents États, y compris le Brésil, le Maroc, la Croatie, appuient vos recommandations
et vous vous basez sur les travaux existants de la Commission européenne, il y a de nombreux différents éléments de cet écosystème politique, y compris mesurer l'impact, avoir un suivi de l'impact et garantir également un accès au marché, au financement et garantir que les politiques jouent un rôle important. Donc, à l'heure actuelle, vous cherchez à identifier les différentes politiques qui prennent en compte toutes ces différentes mesures pour mettre en œuvre l'économie sociale et solidaire. Eh bien, pour l'heure, nous avons entendu des femmes s'exprimer. Je vais maintenant parler au premier intervenant qui représente un État, Arnaud Boulanger. Vous êtes chef adjoint de l'unité du Trésor français sur l'économie sociale et solidaire et l'investissement d'impact. La France a facilité, à travers l'initiative du pacte d'impact, la création d'un consensus autour de la résolution tant attendue depuis de nombreuses années, donc la résolution de l'ONU sur l'économie sociale et solidaire. D'après vous, quels impacts est-ce que cette résolution aura en Europe et dans le monde? Et surtout, n'hésitez pas à vous exprimer en français. Merci beaucoup. Brièvement sur ce qu'est Pact for Impact, puisque la France a initié ce projet en 2019 et Pact for Impact se présente comme une alliance de toutes les parties prenantes, publiques et privées, en charge de l'économie sociale et solidaire et qui ont l'ambition commune de promouvoir la visibilité de l'économie sociale et solidaire et d'assurer sa reconnaissance à l'échelle internationale. Pact for Impact a été conçu comme une initiative de diplomatie publique et privée, complémentaire des initiatives internationales qui existent déjà, et avec l'optique d'intégrer toutes les dimensions de l'économie sociale et solidaire et les différentes modalités de son soutien. C'est donc une alliance globale qui se veut tout à la fois une plateforme de dialogue et de ressources, mais aussi un outil d'influence et de plaidoyer, ainsi qu'un vecteur de connaissances et une source de conseils pour ses membres. Pact for Impact est porté donc par une très forte ambition et la France a souhaité lui donner les moyens de réussir en dotant cette alliance d'un secrétariat permanent qui est assuré par le groupe SOS, qui est aujourd'hui financé par le ministère français de l'économie et des finances, mon ministère. Et Pact for Impact, c'est un succès. Ça se reflète dans le nombre des entités qui suivent ces travaux, environ 700, et aussi surtout les structures qui contribuent jour après jour à son agenda de travail, plus d'une quarantaine aujourd'hui. Ce succès, il vient d'être reconnu par le réseau international d'entreprises sociales Catalyst 2030, qui a décidé cette année, en juin 2022, de décerner son prix dans la catégorie des gouvernements pour la zone Europe, pour avoir la France permis d'installer et de faire prospérer cette alliance mondiale pour l'économie sociale et solidaire. Ce prix, il reconnaît un travail important qui a été fait et qui est engagé, disons, sur une triple dimension. D'abord, la mise en place d'un espace de partage de bonnes pratiques et de ressources. Ensuite, la mise en place d'un réseau d'acteurs privés et publics, force de propositions concrètes pour promouvoir l'économie sociale et solidaire, et aussi, surtout au moment qui nous concerne, la création d'une alliance qui fait bouger les lignes à l'échelle internationale. Sur ce point, il faut souligner que Pact for Impact s'est beaucoup impliqué pour promouvoir le projet de résolution de l'économie sociale et solidaire au niveau des Nations Unies, en mettant notamment à disposition sa capacité de coordination des bonnes volontés
et en valorisant le travail déjà très important accompli par d'autres, à commencer par le RIPES et bien entendu la UN Task Force pour l'économie sociale et solidaire. Ce travail, il est aujourd'hui sur le point d'aboutir et Pact for Impact a d'ores et déjà fédéré un noyau dur de 8 États en capacité de co-sponsoriser le projet de résolution aux Nations Unies, à savoir l'Argentine, le Cameroun, l'Espagne, la France bien sûr, le Gabon, l'Irlande, le Sénégal et le Togo. D'autres États, nous l'espérons, vont se joindre très prochainement à ce projet dans les semaines qui viennent. En ce qui concerne la France, le ministère dont je fais partie, le ministère de l'économie et des finances, est extrêmement favorable à ce projet de résolution, à cette initiative aux Nations Unies. Et nous avons travaillé étroitement avec nos collègues du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour faire avancer ce projet. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes tous alignés, impliqués, et l'équipe française est prête à soutenir toutes les prochaines étapes qui vont se tenir à New York, avec les différents pays qui partagent les mêmes idées et la même ambition. Du point de vue français, l'économie sociale et solidaire, c'est clair, dispose d'un énorme potentiel pour répondre aux défis globaux auxquels nous sommes confrontés à une époque, comme l'ont dit les participants précédents, à une époque de profonde transformation de notre monde. La France croit fermement que la combinaison des principes, des valeurs et des pratiques de l'économie sociale et solidaire est un moteur de progrès économique et social et de résilience. Cette conviction, elle vient d'ailleurs de se matérialiser, vous l'aviez peut-être déjà constaté, dans la nomination d'une secrétaire d'État auprès de notre Premier ministre, une secrétaire d'État en charge de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, Madame Marlène Schiappa, qui va donc porter haut les couleurs de l'ESS au niveau de l'ensemble du gouvernement français. Dans ce contexte, une résolution des Nations Unies soulignerait clairement dans quelle mesure l'ESS est une réponse moderne et appropriée aux principaux défis de notre époque. Plus important encore, selon nous, elle établirait un cadre pour la reconnaissance de l'ESS et sa promotion universelle, en particulier au travers d'une définition commune telle qu'elle a été discutée et approuvée au sein de l'OIT au mois de juin dernier. Une telle résolution ouvrirait objectivement la voie à des politiques appropriées des Nations Unies et de ces différents organismes, ainsi que des politiques adaptées des gouvernements États membres en faveur de l'ESS. Elle aidera et elle encouragera le développement d'un environnement favorable à l'économie sociale et solidaire, ce qui inclut notamment les questions d'accès au financement, l'accès aux compétences, l'éducation, le soutien aux entreprises de l'ESS et la visibilité plus générale de cette économie qui reste encore assez largement un angle mort dans beaucoup de pays, même si en France, elle représente un emploi sur 7 aujourd'hui. Du point de vue français, nous espérons que cette résolution de l'ONU soutiendra davantage la convergence, lorsqu'ils existent, des cadres juridiques nationaux de l'économie sociale et solidaire et par conséquent, elle pourra favoriser la promotion d'une compréhension commune pour la reconnaissance mutuelle des entités et des entreprises de l'économie sociale et solidaire. On peut dire à ce jour que ces entités de l'économie sociale et solidaire sont encore trop largement confinées à l'intérieur de leurs frontières nationales et nous pensons qu'il est possible d'ouvrir davantage ce secteur, de promouvoir les bonnes solutions inventées localement à un niveau plus large par des initiatives transfrontalières. Cela, par exemple, pourrait prendre la forme de projets communs entre groupes d'associations ou de coopératives de différents pays. Et le travail qu'a fait l'OIT et que pourra faire l'ONU sera utile dans ce domaine, ainsi que celui de l'OCDE et également, bien entendu, celui de la Commission européenne. Sous cet angle, la résolution des Nations Unies serait un complément évident au plan d'action européen pour l'économie sociale et solidaire, ainsi que ce qui a été accompli par l'OCDE et l'OIT, et je n'y reviendrai pas. En conclusion, nous pensons que 2022 est un momentum, une année charnière pour l'économie sociale et solidaire. Je crois que c'est évident pour nous tous. Il faut poursuivre. Il faut essayer maintenant d'avancer le plus rapidement possible au niveau des Nations Unies. Il y a besoin
de l'appui de tous. Toutes les volontés, tous les courages sont nécessaires pour aboutir. Et je crois que c'est tous ensemble que nous pourrons, je l'espère, déjà en 2022, aboutir aux Nations Unies sur ce projet de résolution. Merci Judith, je vous rends le micro. Thank you so much. Merci beaucoup, Arnaud. Je pense que ce sont des temps très encourageants, ce sont des moments pleins de bonnes énergies dans l'histoire. Pardon, l'oratrice a une très mauvaise connexion. Mais c'est un plaisir d'entendre autant de belles nouvelles de la part de tous les orateurs et je suis très heureuse et fière que mon pays appuie cette résolution des Nations Unies, ainsi que les autres pays que vous avez mentionnés. Il nous reste 30 minutes et encore un certain nombre d'intervenants. J'ai été aussi patiente que possible, mais je vais tenter. J'aimerais que vous essayiez de respecter le temps qui vous est imparti. Je vais maintenant me tourner vers l'Espagne. Maravillas Espinzaes. Votre ministère, le ministère du Travail et de l'Économie sociale du gouvernement espagnol, est très engagé dans la promotion de l'économie sociale et solidaire au niveau local, national, régional et international. Il semble qu'il puisse être le principal sponsor de cette déclaration. Donc, il semble s'agir d'un engagement important. C'est pourquoi, vu l'engagement et son importance, comment est-ce que vous voyez l'importance de la résolution de l'ONU à un moment où notre monde est aux prises avec tant de crises différentes? Et s'il vous plaît, veuillez respecter les 6 minutes qui vous sont imparties. Merci beaucoup, Judith. Et mes remerciements les plus sincères qu'on me donne la possibilité de participer à cet événement avec tant de personnes qui sont engagées avec l'économie sociale et solidaire, avec ces travaux et l'innovation sociale. Il s'agit d'un engagement pour transformer l'économie et nous diriger vers un modèle plus durable, social et plus respectueux de l'environnement. Il s'agit d'un modèle qui a déjà des référents consolidés. Il s'agit donc du modèle de l'économie sociale et solidaire. Sans aucun doute, c'est le moment parfait pour se lancer dans cette voie. Les situations des différentes crises ont généré différentes fractures et des inégalités en termes de citoyenneté et de démocratie, en termes d'environnement. Et donc, nous devons remplir des engagements et respecter nos responsabilités. Le gouvernement de l'Espagne n'est pas en reste. Il tente d'inclure dans ces mesures l'économie sociale et solidaire. Nous pensons qu'il s'agit d'un modèle qui fonctionne, un modèle qui est fait sur mesure pour les personnes et qui est conçu en les plaçant au cœur de son principe. Les valeurs de l'économie sociale sont des valeurs qui sont déjà incorporées à ces deux recommandations approuvées récemment. Il s'agit vraiment des principes et des valeurs qui s'alignent avec les objectifs de développement durable du programme à l'horizon 2030. C'est pourquoi nous faisons face à une nouvelle forme d'économie qui est essentielle pour garantir un avenir durable. Dans ce sens, nous travaillons pour renforcer un écosystème favorable pour l'économie sociale. En Espagne, nous comptons déjà sur une loi sur l'économie sociale qui a 11 ans depuis peu et nous avons également élaboré une stratégie nationale d'économie sociale qui a des objectifs qui concernent 43 000 entreprises, c'est-à-dire 10% du PIB national. Et ces entreprises génèrent en ce moment plus de 200 millions d'emplois de façon directe ou indirecte. Nous avons également approuvé récemment un plan stratégique pour la récupération et la transformation de l'économie sociale et la transformation de l'économie des soins. Il s'agit d'un plan stratégique financier avec les fonds de récupération de l'Union européenne qui nous permettra d'investir plus de 800 millions d'euros pour accélérer les processus de changement et de transformation des secteurs du soin en plaçant au cœur
de son programme, l'économie sociale en tant qu'agent de transformation de notre économie. L'expérience avec les différentes entités qui composent cette économie sociale sont des alliés essentiels, les différents agents de changement, de transformation pour avoir de meilleurs modèles économiques. Ainsi, les personnes ont la capacité de décider eux-mêmes de leur capacité vitale de façon démocratique et responsable. Malheureusement, la vidéo de l'oratrice s'est congelée. Malheureusement, il semblerait que nous ayons perdu Maravillas. Je ne sais pas si nous devrions attendre ou poursuivre. Qu'est-ce qu'on peut faire, Maravillas? Malheureusement, nous avons très peu de temps. Mais oui, effectivement, appuyer les écosystèmes favorables à l'ESS, c'est un élément clé en termes d'obtenir, pour pouvoir avancer vers l'obtention de nos objectifs. L'État suivant qui prendra la parole est Dato Mohamed Radi bin Abdul Razak. Il est secrétaire général adjoint au ministère du Développement des entrepreneurs et des coopératives de Malaisie. Pourriez-vous nous dire comment l'ESS est un moteur de l'entrepreneuriat social en Malaisie et c'est certainement différent par rapport à d'autres parties du monde et comment est-ce que cela change la donne pour vous? Oui, merci pour cette question. L'économie sociale et solidaire fait référence à des organisations qui s'appuient sur des principes de solidarité et de participation, tout en poursuivant à la fois donc des objectifs économiques et sociaux. Et à cet égard, la Malaisie a lancé récemment un document donc qui définit au sein de la loi malaisienne l'économie sociale et solidaire. C'est un moyen de ce plan, ce schéma directeur, c'est un moyen de traiter des possibles problèmes environnementaux et sociaux à travers l'économie sociale et solidaire. Et donc, cela touche des entreprises, des ONG ou des groupes qui peuvent être en mesure de mettre en place des activités sociales et économiques. Et ça permet aussi de poursuivre des objectifs environnementaux. Comme l'ESS, les entreprises sociales permettent des avantages comparatifs pour aborder les questions environnementales, économiques, sociales, mais aussi de genre. Les économies ou les entreprises sociales sont reconnues désormais par le gouvernement. Et ça permet de répondre aux besoins de différents groupes cibles. Réaliser l'importance du rôle du développement en Malaisie de l'ESS, le gouvernement donc a développé ce schéma directeur et a essayé de créer un écosystème idéal pour l'économie sociale et solidaire pour essayer de donc à travers 5 grands axes et un certain nombre d'initiatives en lien avec d'autres documents directeurs, avec l'agenda aussi 2030 pour le développement durable. Les entreprises sociales changeront la donne. Ils s'inscrivent aussi dans
feuille de route pour l'économie de la Malaisie pour essayer de résoudre les problèmes économiques et sociaux en Malaisie. Et l'entreprise sociale est vue comme l'une des ressources efficaces pour traiter notamment le problème de la pauvreté. Donc l'élaboration de ce plan directeur se base sur les 3 dimensions de l'ESS. L'autonomisation, la durabilité économique et l'économie sociale. Donc ces entreprises sociales permettent de générer des effets positifs sur l'environnement et au niveau social. Et cela aura donc aussi un impact sur les émissions de gaz à effet de serre. La Malaisie soutient l'agenda lié à l'ESS et développe l'entrepreneuriat social. Et on espère que d'ici 2030, les entreprises sociales et le mouvement lié sera reconnu comme étant un contributeur significatif dans l'élaboration d'une Malaisie qui soit inclusive et durable. Merci Judith. Merci beaucoup pour cette brève intervention. Alors, on voit que de différentes manières, la Malaisie soutient en fait l'économie sociale et solidaire. Hein. Maintenant, Denison, pardon, vous êtes ancien responsable de la SEC. Est-ce que vous pouvez nous donner un très rapide panorama de l'économie sociale et solidaire en Asie globalement? Oui, merci beaucoup. Merci Judith. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Je suis aussi malaisien hein, d'ailleurs, donc bonjour Monsieur Dato. Et là, je parle depuis au nom de l'ASEC, donc Conseil économique et social de l'Asie. C'est un partenariat, c'est un partenaire de RIPES, hein, qui représente donc la région Asie. L'Asie est immense, hein, plus de 48 pays. C'est bien sûr la région du monde la plus peuplée, avec 4,5 milliards de personnes. Mais la pauvreté extrême est encore très présente. Et l'ASEC, ou c'est plutôt ses membres actifs, se retrouve dans 13 pays et il y a plus de 26 partenaires actifs. Ce que je me disais qui pourrait être utile, c'est de s'appuyer sur les pratiques qui visent à localiser un peu les ODD, utiliser le cadre des ESS de partenaires sur le terrain. Ça permettrait de compléter la discussion que l'on a tenue jusqu'ici. Passer d'une perspective d'une politique globale à une analyse qui essaie de voir comment l'ESS peut avoir un impact sur le terrain, sur les mouvements de la base. Alors, quelques leçons que l'ASEC a pu tirer depuis ses expériences justement sur le terrain, qu'il s'agisse de l'Asie du Sud, de l'Asie du Sud-Est ou de l'Asie de l'Est, d'où viennent plutôt nos partenaires. Tout d'abord, les groupes sur le terrain résistent bien, hein, sont résilients dans le cadre du Covid, arrivent à se reconstruire ou à reprendre un peu l'économie en main. C'est le thème en fait un peu de la HLPF. Les communautés locales trouvent des moyens pour survivre, pour se réorganiser, pour gagner en énergie, etc. Deuxièmement, je crois que la France, l'Espagne, les pays de l'OCDE, ainsi que la Malaisie, savent ou reconnaissent la place des modèles économiques alternatifs, leur rôle. Et par conséquent, c'est une bonne occasion. Il y a des bonnes pratiques, encore une fois, sur le terrain, parce qu'il y a déjà des choses qui se font sur le terrain, qui sont transversales, en fait, ces initiatives de terrain à tous les objectifs de développement durable et qui ont des effets sur les groupes cibles, avec cette idée que personne ne soit laissé pour compte. Je crois que c'est dans ce contexte aussi que l'innovation sociale sur le terrain se développe. Et on peut le documenter, tout cela, ça a une approche forte en matière d'inclusion. La plupart de nos programmes sur le terrain sont conduits par des femmes. Bien sûr, aussi avec des personnes autochtones, pauvres ou handicapées, voilà, d'autres types de groupes. Et ça a été mis en lumière hein, par la France, l'Espagne, la Malaisie, le besoin qu'il y ait des cadres politiques plus
robuste ou solide. Moi, je me disais que donc ce serait important de montrer quelques bons exemples, là, de citer des bons exemples dans les minutes qui suivent. Si le HLPF se centre, par exemple, sur l'ODD 4, sur une éducation de qualité, en Asie du Sud, une organisation a commencé à s'occuper des questions foncières et finalement, il y a 280 écoles secondaires ou des formations pour les professeurs universitaires. Mais ça aborde aussi finalement les questions économiques maintenant, pour l'émancipation économique, pour le genre. Donc, par exemple, ce, heu, cet ODD 5 sur le, genre HomeNet, c'est une entité très forte en Asie, qu'il s'agisse du Pakistan, des Philippines, de Thaïlande. HomeNet Thaïlande, par exemple, organise les travailleurs informels dans la ville de Bangkok pour mettre en place des bonnes pratiques en matière de santé, de soins. Il y a eu aussi des manifestations parce que la ville de Bangkok les a exclus, les a forcés finalement à manifester dans la rue et l'inclusion, dans, l'économie formelle a été fortement plaidée, hein, par, Omnet. Les communautés qui s'appuient sur les forêts ou nos partenaires sur le terrain au Népal, par ailleurs, sont des entités significatives à ce sujet. Si on prend des partenariats, qu'il s'agisse de la Malaisie, du Japon, de l'Indonésie, Bina Sadwaya, c'est un exemple très dynamique, hein, de banque rurale ou de petits magasins, de petites, des échoppes qui, autonomisent, les peuples sur le terrain. Et en fait, je crois que ce que je voudrais dire et je conclurai, Judith, comme cela, c'est que, finalement, sur le terrain, là, ça bouge et c'est aux politiques et aux politiques publiques aussi au niveau international, par exemple, l'OIT, l'ONU, enfin la force de travail de l'ONU, c'est reconnaître ce mouvement au niveau de l'école. Il y a un mouvement vraiment remarquable et donc il faut, capter cette énergie et s'en saisir. Merci encore une fois de m'avoir donné la parole. Merci Denison. Denison, contribution très intéressante. Donc oui, on parle de la résilience des groupes de la base. Le fait que, l'ESS un cadre politique, c'est essentiel, mais il y a aussi le terrain. L'oratrice, n'a pas une connexion qui permette d'interpréter convenablement. Alors il reste 2 orateurs. Oratrice, orateur, je voudrais maintenant passer la parole à une oratrice de l'Amérique latine. Fulvia Farinelli, vous êtes l'économiste principal de l'ONU en Argentine. Pour la stratégie Unie dans l'action et vous avez été également membre, hein, de, l'équipe de travail, la task force. Alors brièvement, comment voyez-vous aujourd'hui l'ESS comme étant, un levier fondamental pour la réalisation des ODD dans le monde, perturbé d'aujourd'hui? Merci Judith. Bonjour, depuis l'hiver, argentin. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir organisé cette session très intéressante. Comme il a été déjà évoqué, l'ESS est un outil potentiellement très puissant pour atteindre, hein, les ODD, tous les objectifs de développement durable, notamment dans des domaines comme l'éradication de la pauvreté, le travail décent, l'égalité de genre, la sécurité alimentaire ou encore la consommation et la production durable. Étant donné ce caractère transversal, comme il a été effectivement signalé, Judith, l'ESS, c'est une plateforme centrale pour mettre en œuvre les réformes, des systèmes de l'ONU, donc ce qu'on appelle aussi justement unis dans l'action, delivering as one. Et donc il y a un plan de mise en œuvre, convenu par le gouvernement argentin avec des activités liées à l'ESS qui s'appuient sur les piliers du développement économique, mais qui sont en fait aussi transversales et donc qui touchent les piliers, social et environnemental. Cependant, je dirais que dans l'ensemble, l'attention portée à l'ESS est encore à une étape un peu balbutiante dans le travail de nos pays. Donc je saisirai cette occasion pour plaider fortement
en faveur d'un financement conjoint de l'ONU pour soutenir l'économie sociale et solidaire. On sait toutes et tous que le financement conjoint était très important pour certaines coopérations par le passé dans les domaines prioritaires de l'ONU, où on a pu voir des fois d'une fragmentation des efforts de l'ONU. Par exemple pour la protection sociale, la transition juste ou la violence fondée sur le genre. Je peux vous assurer qu'un fonds de l'ONU consacré au soutien de l'ESS, depuis des angles différents et complémentaires, ça ferait vraiment une grosse différence actuellement. Dans ce contexte, je voudrais rappeler l'importance des conclusions adoptées récemment dans la conférence de l'OIT, notamment l'établissement d'une définition internationale. La légitimation, c'est très importante pour l'OIT, mais aussi pour l'ensemble du système des Nations Unies. Ça se ressent vraiment sur le terrain et donc on est reconnaissante que de progrès tels ont été atteints. C'était possible grâce à un dialogue tripartite notamment. Il va sans dire que les défis clés pour les ESS, pour l'ESS sont soulignés dans la conclusion, qu'il y a un meilleur accès aux services financiers, améliorer les conditions de travail, améliorer la productivité, les compétences, etc. En fait, seul un système de l'ONU vraiment bien coordonné permettra d'atteindre ces objectifs, hein. Pour vous donner un peu une idée de ce qui se passe nous dans le pays, je vais parler d'un exemple ou plusieurs. Par exemple, un qui m'est très cher, hein, c'est-à-dire la contribution de l'ESS à une transition juste. Nous commençons là en Argentine à quantifier un peu les emplois verts dans les services privés et de travailleurs indépendants. Ça, c'est un domaine qui permet, voilà, on s'attend que la promotion des emplois verts, avec le soutien de Page et d'autres organes, contribueront à de meilleures formations, des efforts de formalisation et l'amélioration des conditions de travail. Notamment soutenir aussi les travailleuses et travailleurs qui des entreprises récupérées. Vous en avez peut-être pas entendu parler. Autre aspect innovant qui me semble important par rapport à la promotion de l'ESS au niveau vraiment local, la ville de Buenos Aires, en décembre 2020, pendant le confinement, cette ville de Buenos Aires a adopté une loi pour la promotion de l'économie sociale et solidaire au sein de la ville, sous l'égide du ministre de l'habitat, notamment du logement. Et à l'ONU, on explore un peu des possibilités de collaborer avec les autorités de Buenos Aires pour mettre en place ces lois. Je vais devoir vous demander de vous arrêter. Oui, je voulais parler du travail de CEVAC, qui est donc qui fait partie de l'équipe de travail de l'ONU sur l'ESS et qui se penche notamment sur les secteurs de l'ESS en Amérique latine. Donc une étude très importante qui souligne l'importance des organes publics consacrés à l'économie sociale et solidaire. Cela indique, cela propose que ces organes permettent de promouvoir ce secteur de l'ESS. Le travail régional de la task force est vraiment important. Il faut reconnaître les ESS comme des manières aussi de consolider au niveau régional les réseaux ESS et l'économie sociale et solidaire. Donc, notre secrétaire général appelle une transition juste d'un point de vue social qui serait plus équitable, plus égale, égalitaire, non seulement pour l'économie sociale et solidaire, mais aussi du travail décent. Et pour que l'avenir que l'on souhaite voir puisse se concrétiser avec ONUVille, par exemple, nous sommes prêts à relever ce défi. Merci, Judith. Merci beaucoup et je m'excuse, je dois un peu presser les derniers intervenants.
Alors, l'impression qui se dégage, c'est peut-être que les gouvernements à tous les niveaux, mais notamment au niveau local, sont essentiels dans la réalisation de l'ESS et du coup aussi des ODD. Alors, on a un dernier intervenant, André Luzzi. Vous faites partie de la coalition Habitat International. Vous représentez les pauvres urbains dans le cadre du mécanisme de la société civile et des peuples autochtones du sur la sécurité alimentaire, donc à l'ONU. Comment est-ce que, le Brésil, hein, a une longue histoire, en matière d'ESS. Comment pensez-vous que l'ESS et une résolution de l'ONU peuvent contribuer à améliorer la logique des droits humains, en particulier le droit à l'alimentation, hein, qui est fondamental? Ça a été évoqué par Tony Moore notamment. Merci beaucoup Judith, pour cette invitation. C'est un point central, hein, pour, traiter les différentes crises que nous traversons et notamment les crises qui se prolongent, qui prennent leurs racines dans des aspects historiques et structurels. Donc l'économie sociale et solidaire peut, pour nous, constituer le pilier central, en fait, de cette transition pour garantir la souveraineté alimentaire en se fondant sur l'agroécologie et les systèmes locaux de production et de consommation de façon durable, donc et agroécologique. Donc l'économie sociale et solidaire nous met au centre, hein, des débats sur les droits humains et le mécanisme de la société civile et des peuples autochtones, en lien avec le Comité pour la sécurité alimentaire de la FAO et nos mouvements sociaux ici au Brésil. Nous sentons le besoin d'une réponse coordonnée et une réponse intégrale, hein, pour pouvoir garantir un revenu universel basique ou de base, pour pouvoir aider les communautés qui pratiquent l'agriculture et qui sont très fortes dans nos territoires. Ainsi que garantir des programmes d'achat public, ainsi qu'une assistance, un soutien technique aux petits producteurs de l'agriculture familiale, aux consommateurs, aux pêcheurs, aux collecteurs, afin qu'ils puissent travailler de façon sociale sur la base de la coopérative et également afin qu'ils puissent s'auto-gérer. Nous devons également prendre en compte le besoin de cette recommandation à travers davantage de soutien financier de la part de la société civile et pour les travailleurs et travailleuses. Donc, nous demandons aux États membres d'avoir des politiques nationales d'économie sociale et solidaire avec des objectifs spécifiques tels que la lutte contre la faim et garantir la sécurité alimentaire et la nutrition. Pour conclure, nous aimerions tous et toutes vous inviter à participer aux consultations populaires du mécanisme de la société civile et des peuples autochtones sont en train de mettre en œuvre, c'est-à-dire afin de reconnaître les impacts des différentes crises et de la pandémie sur nos communautés et territoires et voir comment ils peuvent créer des mesures transformatrices afin de garantir la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire sur la base d'une économie sociale et solidaire. Nous allons distribuer des courriers électroniques. Vous pourrez y répondre, ce sera un questionnaire. Nous allons également tenir des consultations régionales en Amérique latine les 14 et 15 juillet. D'autre part, nous allons tenir des webinaires en septembre afin de systématiser et renforcer toutes ces recommandations pratiques qui sont en train d'être mises en œuvre dans nos régions afin de garantir le droit humain à une alimentation saine et adéquate. Donc, cette économie sociale et solidaire doit être actrice de ce changement et de cette transition et elle doit bénéficier de tout le soutien des organisations internationales et des États afin qu'elle soit concrète et pour qu'elle puisse répondre aux besoins de nos communautés et faire en sorte également que les populations puissent participer activement à ces débats publics pour construire des politiques. Pour conclure, nous devons également prendre en compte l'importance de la participation et du contrôle social, la formulation et mise en œuvre des politiques d'économie sociale et solidaire.
au Brésil, ça a été très important et ça a été l'une des causes de notre lutte. Et c'est pourquoi nous devons avoir de plus en plus de gouvernements ayant des processus démocratiques et inclusifs. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, André Luzzi. Il ne nous reste que 2 minutes avant la fin du webinaire. Je tiens à tous et toutes vous remercier pour votre appui pour cette réunion. Merci à tous les intervenants pour leur contribution. En termes de conclusion, je pense que j'ai plutôt bien résumé. L'ESS s'appuie sur les droits humains, elle se centre sur les personnes, sur la planète. Nous nous dirigeons vers un grand changement de paradigme. C'est le moment ou jamais et j'espère qu'ensemble, nous serons acteurs de ce changement si important. Est-ce que Valentina, en tant que coordinatrice, vous souhaitez prononcer quelques paroles de conclusion? Puisque vous avez participé à la conférence internationale du travail. Oui, bien sûr, Judith, merci beaucoup pour ces quelques mots. Je pense que Chanteline également aurait pu conclure, elle co-dirige ce webinaire comme moi. Mais ce qui est le plus fortement ressorti de ce webinaire, c'est que c'est le moment où jamais tout ce qui est en train de se passer sur tous les plans régional, national, international, local, et beaucoup des intervenants ont parlé des partenariats, de leur importance. Il s'agit vraiment d'un effort collectif des corporations, des entreprises. Et ces partenariats sont fondamentaux pour pouvoir avancer dans nos travaux, pour pouvoir avancer vers la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Donc, nous devons continuer à travailler main dans la main, tous ensemble. Merci beaucoup, Chanteline. Peut-être que vous avez quelques mots encore? Merci beaucoup, Chantal. Merci beaucoup à tous les 70 participants. Mes grands remerciements également aux interprètes qui ont facilité ce webinaire.